Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. On va parler de la Turquie, sous le feu des projecteurs après la réélection d'Erdogan. Nous tenterons de comprendre cette victoire, ses conséquences pour le Moyen-Orient, l'Europe et la liberté de la presse. Et nous serons enfin en duplex du Web Summit à Dublin. Mais voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. Poignée de main historique entre les deux frères ennemis, les présidents chinois et taïwanais ont accepté de se rencontrer après 66 ans de coupure entre la Chine continentale et l'île de Taïwan. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a confirmé que du gaz moutarde avait été utilisé en Syrie en août dernier, ajoutant qu'une autre arme chimique, le gaz de chlore, avait visiblement été utilisé en mars. Conséquence du crash aérien de l'avion russe, plusieurs compagnies aériennes étrangères ont suspendu leur vol vers Sharm el-Sheikh. Des milliers de touristes se retrouvent bloqués sur place en attendant d'être évacués. Le Quai d'Orsay a également déconseillé à ses ressortissants de se rendre dans la station balnéaire. La France va mettre en place un contrôle aux frontières pendant un mois à l'occasion de la conférence de l'ONU sur le climat qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre à Paris. Une mesure exceptionnelle mais temporaire et autorisée par les accords de Schengen. C'est donc une nouvelle victoire pour Erdogan. Après un revers il y a quelques mois, son parti a largement remporté les élections législatives. Les secondes en quelques mois, on va accorder une grande partie de cette émission à cette victoire électorale. Nous serons dans quelques instants avec un représentant de Reporters sans frontières pour aborder le problème de la liberté de la presse en Turquie. Mais avant cela, professeur Dror Zeevi, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la Turquie à l'Université hébraïque de Jérusalem. On va parler évidemment de ce pays avec vous. Avi Pazner, bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël, notamment en France et dans beaucoup d'autres pays. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de langue diplomatie avec vous. Mais avant cela, qu'est-ce qui nous échappe pour comprendre la victoire d'Erdogan, alors que vu de l'étranger, il a l'air détesté, il a l'air d'être un dictateur, et il a été réélu. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas en Turquie ? Je pense que le problème principal, le sujet central, est bien sûr que nous avons au moins 40% en Turquie des électeurs qui sont des religieux et ils n'ont pratiquement pas d'alternative, ce qui veut dire que nous avons 40% du public dont les voix sont assurées à Erdogan. La question est-il, ont-ils une autre option de vote? Et l'autre question, comment arrive-t-il à recruter les 10% restants ou les 15% disons? Et je pense que cette fois-ci, son trick a été de déclarer la guerre aux Kurdes, c'est-à-dire que l'on se trouvait dans une période de calme où il y avait un processus de paix engagé depuis plusieurs années. Pas de la façon la plus efficace, mais enfin le processus était en marche. Et lui a décidé de le briser et de créer une situation de guerre. Et pendant ce temps, le chef du parti nationaliste a décidé de ne pas se joindre à la coalition d'Erdogan. Les nationalistes turcs redoutaient vraiment ce scénario selon lequel la gauche turque prenait le pouvoir, mais sans résoudre la situation avec les Kurdes en les combattant. C'est ainsi qu'en combattant les Kurdes, il s'en est remis à Erdogan. C'était son bastion, son fief. Cela ressemble un peu à la situation en Israël lorsque Netanyahou s'est allié au dernier moment avec les nationalistes ici en Israël. Alors, on va parler dans un instant avec vous, Avi, de l'angle diplomatie, mais avant cela, on va essayer de comprendre si Erdogan est devenu un tout-puissant. Je vous propose d'écouter la blogueuse turque Arzu Geybulla. Elle est avec nous par Skype. Bonjour Arzu. Merci de me recevoir. Alors, est-ce que Erdogan est parvenu à devenir un président autoritaire sans opposition ? C'est la question du jour en fait. Pour l'instant, afin de pouvoir réaliser son rêve, il lui faut changer la Constitution. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup de la Constitution elle-même, de changer la Constitution. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il peut faire tout seul. Il a besoin de la majorité au Parlement et son parti ne possède pas suffisamment de sièges au Parlement, même après ces élections. Donc on s'attend à des changements constitutionnels. Mais on espère que ces changements ne vont pas lui donner tous les pouvoirs qu'il voudrait avoir. Merci beaucoup Arzu. Avi, d'un point de vue israélien, est-ce que la réconciliation entre Israël et la Turquie est reportée sine die? Je crois que ce résultat présente de mauvaises nouvelles pour Israël. Erdogan n'est pas un ami d'Israël. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je vois difficilement maintenant, parce que nous avons essayé plusieurs fois depuis la Marmara, en 2010, nous avons essayé plusieurs fois, nous avons eu des contacts avec la Turquie, des négociations avec la Turquie. Elles n'ont jamais abouti parce qu'au début,
c'était très important pour Erdogan d'avoir Netanyahou lui demander pardon. Okay? Bon, il l'a fait. Il l'a eu. Oui, il l'a eu. Il l'a fait d'une manière qu'on n'aurait pas dû faire, mais dont il l'a eu. Après, ils ont commencé à négocier sur les compensations aux victimes. Et quand on s'approchait d'un résultat, tout à coup, c'est le problème de Gaza qui est surgi. Il faut ouvrir Gaza. Donc un nouveau prétexte à chaque fois. Chaque fois un nouveau prétexte. Donc, je ne suis pas optimiste sur les relations turco-israéliennes tant que Erdogan sera le président de la Turquie. Et évidemment, plus sa position se renforce, et plus il se sentira libre. Donc, il maintient des relations avec Israël. Ce n'est pas qu'on n'a pas de relations avec Israël, avec la Turquie. On a des relations économiques. Froides, mais réduites au minimum. Au minimum, et des relations économiques. Il y a même des touristes israéliens, surtout arabes, qui vont en Turquie, mais c'est au strict minimum. Et beaucoup d'Israéliens qui transitent par la Turquie pour aller en Europe. Professeur, vous avez cité les Kurdes de tout à l'heure en expliquant la réélection d'Erdogan. Qu'est-ce que ça signifie maintenant pour eux, maintenant qu'Erdogan a été réélu? Qu'est-ce que ça signifie pour cette minorité? Si vous me le permettez, tout d'abord, quelques mots sur la relation entre la Turquie et Israël. Je pense qu'il se peut qu'il y ait un changement. Il faut rappeler que, premièrement, les relations économiques sont extrêmement fortes et se renforcent sans arrêt. Et à présent que le pouvoir semble promis à Erdogan pour les 4 prochaines années au moins, et aussi que les relations avec la quasi-totalité des pays du Moyen-Orient sont au plus bas, par exemple en Syrie, en Irak, c'est compliqué. Avec l'Égypte, les relations sont complètement brisées. Quasiment toutes ces exportations vers le monde arabe passent par Israël. Voilà pourquoi il y a des spécialistes en Turquie aussi qui voient une ouverture pour l'amélioration des relations dans un proche futur. Concernant les Kurdes. Oui, en ce qui concerne les Kurdes, je pense que là aussi le sujet a atteint son objectif. C'est-à-dire que jusqu'aux élections, on a assisté à une dure lutte, une guerre contre les Kurdes assez terrible, où sont morts des centaines de Turcs et des milliers de Kurdes. Mais je pense que cette histoire s'est terminée. Cela se peut que ça se prolonge encore quelques mois, mais très prochainement, on verra qu'il y aura certainement un renouvellement des initiatives pour parvenir à un accord avec les Kurdes et cesser les combats. Et enfin, pour renouveler le processus de paix. להבנה עם הכורדים כדי להפסיק את הלחימה הזאת וכדי להגיע למעין תהליך שלום חוזר. Avi, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, d'un point de vue toujours diplomatique, que signifie cette réélection pour les négociations concernant l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Je crois que c'est hors de question. L'entrée de D'un point de vue européen ou turc? D'un point de vue européen. D'un point de vue européen, c'est hors de question. Je crois que la plupart des pays européens s'y opposent farouchement, à part l'Allemagne qui a une politique plus ambiguë. Il y a une énorme majorité de pays européens qui ne veulent pas voir la Turquie en Europe. Je ne crois pas que cela va changer grand-chose. Peut-être cela renforcera seulement ceux qui disent, encore une fois, les islamistes ont gagné, donc c'est dangereux de les faire intégrer l'Europe. On en parle presque. La vérité, c'est que dans les chancelleries européennes, on n'en parle presque plus. Merci beaucoup, Avi Pazner. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. On va parler à présent de la liberté de la presse en Turquie. Et pour parler de cette liberté de la presse, j'accueille Johan Beer en charge de l'Asie et du Moyen-Orient, un reporter sans frontières. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, en septembre et en octobre dernier, des descentes de la police turque ont visé des télévisions d'opposition. Dans quelle mesure ces raids ont influencé les élections ? Alors, les raids, il est difficile de dire dans quelle mesure les raids contre les médias d'opposition ont influencé directement les élections, mais en tout cas, ils ont évidemment participé à une atmosphère d'intimidation à l'encontre des voix critiques à la veille des élections, et cette atmosphère, bien sûr, a influencé sur les élections. Les voix critiques en Turquie font l'objet d'un acharnement de la part des autorités depuis déjà de nombreux mois, voire depuis plusieurs années. Donc la tendance qu'on observe en septembre et octobre n'est que l'exacerbation d'une dérive autoritaire qui est déjà claire depuis plusieurs années. Alors, puisque vous parlez de cette dérive autoritaire aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'on peut être journaliste en Turquie et critiquer Erdogan ?
Alors c'est possible, vous pouvez le faire. En revanche, il faut vous attendre à un certain nombre de conséquences désagréables. Dès le lendemain des élections, donc dès lundi dernier, 2 journalistes ont été arrêtés et jetés en prison pour avoir publié une couverture critique de la réélection du parti au pouvoir. Dans le même temps, 71 journalistes d'une holding de médias critiques ont été licenciés, et cela même donc au lendemain des élections. Donc c'est vous dire si la pression contre les médias critiques est absolument forte ces derniers temps. Pour répondre à votre question, les médias critiques existent en Turquie. Il y a une presse qui n'est pas déterminée à se laisser faire et il faut noter la vivacité de la société civile en Turquie. Donc, d'un côté, les autorités sont de plus en plus autoritaires, de plus en plus intolérantes vis-à-vis des voix critiques, mais de l'autre côté, il y a une résistance de la presse indépendante et d'opposition qui est assez forte. Néanmoins, bon, ce que risque un journaliste aujourd'hui à critiquer Erdogan, c'est une avalanche de procès, par exemple pour insulte au président de la République. C'est un chef d'accusation qui est passible de plusieurs années de prison. Absolument. Un journaliste critique risque également d'être accusé de terrorisme, purement et simplement, dans la mesure où l'un des principaux ennemis politiques d'Erdogan, la confrérie Gülen, est réputé, a été officiellement qualifié d'organisation terroriste. Donc voilà, le journalisme critique est assimilé très souvent à du terrorisme. Parmi les autres conséquences que peuvent avoir un discours critique, c'est tout simplement le licenciement, la perte de votre emploi. Il y a eu des centaines de journalistes licenciés ces dernières années, y compris des chroniqueurs vraiment de premier plan, parmi les plus connus de Turquie, parce qu'ils avaient critiqué les autorités. Johan, est-ce que les journalistes étrangers sont également soumis à des pressions de la part du régime ? Les journalistes étrangers sont également soumis à des pressions. C'est une tendance assez nouvelle et qui s'est très nettement accentuée ces derniers mois. On a vu des journalistes notamment qui couvraient les affrontements dans le sud-est de la Turquie, donc où les combats font rage entre l'armée turque et les rebelles kurdes du PKK. Ces journalistes ont été à plusieurs reprises interpellés, arrêtés, parfois même placés en détention provisoire. Il faut rappeler qu'un journaliste étranger, en l'occurrence Mohamed Rassoul, qui collabore avec Vice News et qui travaillait avec 2 reporters britanniques, se trouve encore en prison aujourd'hui. Il est dans une prison de haute sécurité à Adana, dans le sud de la Turquie. Son seul tort est d'avoir accompagné donc, ces 2 journalistes britanniques qui couvraient les affrontements dans le sud-est. Plusieurs journalistes étrangers ont été expulsés de Turquie à la fin de l'été, entre la fin du mois d'août et le début septembre. Et c'est une première depuis de très nombreuses années, ce genre de pratique. Donc la pression qui se renforce contre les journalistes turcs, effectivement, se fait également sentir de plus en plus à l'encontre des journalistes étrangers. Johan Bir, de Reporters sans frontières, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci encore. Du 3 au 5 novembre dernier a eu lieu à Dublin le Web Summit, le sommet du web, le rendez-vous international des technologies et d'Internet. Et notre envoyée spéciale Nathalie Erlich était sur place. Bonjour Nathalie. Hello, Julien. Bonjour Julien. Alors dites-nous tout d'abord de quoi il s'agit pour que le téléspectateur comprenne. Eh bien, il s'agit de l'un des plus grands rendez-vous de la technologie en Europe, si ce n'est le plus large. Il y a 30 000 participants cette année et ils viennent de 212 pays différents. Du Brésil à l'Estonie, en passant par la Russie, les États-Unis. Ce n'est pas simplement un événement de la Silicon Valley, mais bien du monde entier. On a aussi vu des visiteurs venus d'Afrique du Sud et ça en fait un sommet bel et bien global. Combien de pays sont présents à ce sommet ? En effet, on a 212 pays représentés. Des investisseurs, des startups, des entreprises de robotique, des spécialistes tout à fait fascinants. C'est vraiment un endroit fascinant qui rassemble le monde de la tech, de la finance, le monde des startups. Nathalie, de ce que vous avez vu, quelles sont les grandes innovations de l'année ?
Eh bien, quelqu'un qui m'a vraiment impressionné dans le domaine de la robotique, c'est le premier jour lors de notre arrivée. J'ai rencontré Julien Serret, qui travaille pour une société basée à Paris, Aldebaran Robotique. Il nous a présenté Pepper, qui est un robot qui est capable d'aider les gens à réaliser de nombreuses tâches, que vous soyez une personne âgée et que vous ayez besoin d'aide et que vous ayez besoin de conseils dans votre shopping. Il prétend que dans quelques années, les robots nous aideront à effectuer toutes sortes d'achats. Donc les robots vont devenir vraiment amicaux et nous aideront énormément. Ce qu'il disait, c'est que les robots seront capables de comprendre nos émotions, nos sensations, et il s'entête à nous dire que ces robots ne sont pas effrayants. Et même si l'intelligence artificielle fait peur, il n'y a pas de quoi avoir peur de tout cela. Il s'agit de technologie pure et de ce que vous choisissez d'en faire. Et vous pouvez l'utiliser pour plein de choses positives aussi. Merci beaucoup Nathalie, on vous attend ici à A24 News. Merci. Et c'était Le Monde de cette semaine, tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.